En gros, le film, il commence moi quand je sors de l'école de cinéma. Donc je sors de la FEMIS en 2010. Ok. Et mon film de fin d'études, Coucou les nuages, remporte le 2e prix de la Ciné Fondation au Festival de Cannes. Ça me donne la possibilité de travailler sur un long métrage avec, à l'époque, c'était Grégoire de Bailly chez La Zénèque. Et l'idée, au départ, c'est d'écrire à plusieurs. C'est de faire un travail d'écriture collective. Et donc pour ça, je demande d'abord à Rose Philippon et Chloé Larouchy, qui sont 2 scénaristes de ma promotion à l'école, dont j'admire le travail, que j'aime beaucoup, j'ai envie de travailler avec elles. Et puis je demande aussi à un copain qui vient lui plutôt du domaine de la philosophie, qui n'est pas scénariste, Maël Le Garec, qui est en revanche plus sur des projets littéraires. Et ensemble, on se met autour d'une table et on écrit à plusieurs, on essaye avec peut-être l'idée d'essayer d'écrire un film de bande et de voir si notre bande là peut apporter des éléments comme ça, peut-être de véracité ou d'idées, d'invention pour écrire une bande. Et ensuite, dans le développement du film va être long. Il y a d'abord Catherine Paillet qui va va rejoindre le collectif. Et ensuite, dans un dernier moment, parce que le film à un moment donné doit être le développement est suspendu et arrêté pour des questions de production. Et au moment où on le reprend, il y a l'idée de faire appel à Romain Compin qui va, avec moi, ensemble, on va reprendre un peu ce travail-là. Voilà. En tout cas, on a essayé de mettre en scène une province un peu intemporelle. À un moment, il a été question de situer le film à Saint-Brieuc. Moi, j'avais écrit un peu comme ça. Et quand j'ai commencé un peu les repérages et à travailler, d'un coup, il y avait quelque chose qui m'encombrait. C'était presque un souci d'exactitude ou de reconstitution un petit peu précise sur ce qui avait vraiment existé. Et je voulais finalement m'éloigner de ça parce que c'est pas une époque que j'ai vécue. Moi, je suis né en 1980 et je voulais plus être fidèle à mon rapport à l'époque. C'est-à-dire un rapport un peu fantasmé, mais pas non plus complètement réinventé, quoi. Une sorte de lien un peu bizarre, de souvenir reconstruit de l'enfance quelque part. Et donc ça m'intéressait d'inscrire ça dans une sorte de province imaginaire. Donc un lieu qui n'est nulle part et qui se nourrit en revanche d'un lien très très fort à une province réelle. Donc oui, là on s'est amusé à imaginer une ville imaginaire, un lieu qui n'existe pas, mais en essayant en revanche d'être très fidèle à la géographie mentale intime de ce qu'est la province française. Et ça m'intéresse au plus haut point. C'est-à-dire le sentiment de se sentir loin, de ne pas être là où ça se passe. Et parce qu'au fond, j'ai l'impression que c'est presque un sentiment qui a grandi pour s'imposer quasiment à tous, avec une sorte d'universalité de ce sentiment de ne pas être exactement là où il faudrait être. D'être tout le temps, et quand bien même on chercherait le centre de là où ça se passe, de la hype, ou je sais pas comment on pourrait appeler ce centre-là, dès lors qu'on l'atteindrait, je sais pas comment on dit, dès lors qu'on l'atteint, on s'aperçoit qu'il est ailleurs, en permanence. Et donc oui, mettre des images, fabriquer ce sentiment provincial au sens un peu métaphorique, ça m'intéressait beaucoup dans le film. Ouais. Eh ben, bien sûr, mais pas. Je pense pas que ça soit le principal motif. Encore une fois, mon rapport à la musique, aux radios libres, à ce qui se passe à ce moment-là, c'est pas vraiment un film de fan. C'est pas D'ailleurs, c'est pas un biopic, c'est pas sur un groupe de musique. J'aurais pu, je sais pas, faire un. D'ailleurs, ça serait passionnant, hein, un film qui retracerait, par exemple, l'histoire de Caméra Silence. Je serais très client, quoi. Mais là, le propos est un petit peu déplacé, et c'est plutôt par rapport à. D'ailleurs, la musique est assez hétérogène finalement dans le film. Et c'est plus par rapport à une sorte de bande-son de l'époque, ou alors une phase B de la bande-son de l'époque, je sais pas comment l'appeler, mais d'être attentif à ce qui s'invente à ce moment-là, et qui est quand même très...
Enfin, je dis nous parce qu'on était 6 à écrire le film, avec différentes étapes, et à chaque fois, on a rencontré, on a découvert comme ça une sorte de sentiment et de situation étonnante. Et les radios enfin le mouvement des radios libres, ce qui se passe au niveau de la radio à ce moment-là, met bien ça l'illustre parfaitement, puisque on a un mouvement qui est quand même relativement isolé, qui est le mouvement des radios pirates, qui concerne quand même, c'est des cas très isolés, même si les exemples qu'on a en tête, c'est plutôt des projets politiques ou des radios militantes, des radios qui sont liées à des luttes locales souvent, alors qu'il y a un phénomène qui est moins connu, mais qui est assez important, qui est le phénomène des radios sonos, où finalement un peu n'importe qui, en bidouillant, en récupérant un émetteur, allait faire des petites incursions sur les ondes, sur la bande FM interdite. Ouais. Mais en tout cas, il y a une revendication qui monte en puissance avec l'élection présidentielle des radios libres. Donc il y a un moment un peu presque d'épiphanie comme ça du mouvement radio libre, avec énormément de propositions et une énergie très forte, un engagement très 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 important sur on va dire la créativité radiophonique à ce moment-là, avec des projets de radio associatifs vraiment partout. Et très vite, un peu comme politiquement, il y a ce moment un peu du tournant de la rigueur en 83 qui vient un peu calmer une forme d'enthousiasme ou d'espoir, ou doucher peut-être les espoirs de l'élection de Mitterrand en 81. Un peu sur le même modèle, les radios libres, tous ces projets de radio clandestines, pirates, réclament la libéralisation des ondes, et dès qu'il y a la libéralisation des ondes, se pose le problème de la commercialisation, du passage à la publicité, et il y a une organisation, une structuration finalement de la bande FM autour de radios assez vite, des radios qui vont devenir des radios commerciales, et qui vont un peu étouffer cette énergie, quoi. Et donc ce moment d'une très forte intensité qui va un petit peu retomber très rapidement, on le retrouve aussi au niveau de la scène rock française. Alors les choses, c'est pas comme si les choses disparaissaient, mais les choses perdent de leur insouciance, de leur spontanéité, et d'une certaine manière de leur en tout cas d'une sorte de rage, de force qui nous a beaucoup intéressés, et c'est ça qu'on a essayé de mettre dans le film. Oui, ouais, un travail de documentation, un petit peu comme sur n'importe quel sujet. Seulement là, effectivement, notre sujet, c'était l'époque qui nous a vu naître, d'une certaine manière. Donc c'était vaste, il y avait énormément de choses. Donc là aussi, c'est un atout d'être à plusieurs, parce qu'on peut un peu se répartir la tâche, de se répartir les lectures, les rencontres des acteurs de l'époque, même si on n'a pas rencontré, encore une fois, d'acteurs majeurs de cette époque-là, ni dans le milieu vraiment musical, ni dans le milieu politique. On a voulu, dès le départ, il y avait cette idée qu'il fallait être au ras du peuple, d'une certaine manière. Donc on a rencontré des gens qui auraient pu être les acteurs de l'histoire, c'est-à-dire des gens qui ont participé, des gens qui ont fait des radios sonos, des gens qui, à cette époque, sont allés, nous ont ramené des histoires du service militaire, de la vie. Parce que pour nous, c'est la génération des grands frères. Donc voilà, c'était discuter un petit peu avec eux. Ouais. Ouais, c'est ça. La tentation est grande, parce que comme là on parlait de la possibilité on a rencontré beaucoup d'histoires, de trajectoires individuelles absolument fascinantes, et c'est vrai qu'on est resté dans le cadre d'une forme de fiction ordinaire et relativement circonscrite à un petit moment de la vie de notre personnage principal. Mais ça aussi, oui, vraiment, là, c'est l'objet d'un choix fort, peut-être aussi d'un cinéma, en tout cas d'une forme de croyance dans la puissance allégorique du cinéma, avec la création effectivement d'un personnage, Philippe Bichon, un personnage de fiction, avec teinté aussi un peu de burlesque, et
de croire, d'espérer, je sais pas, en tout cas d'essayer de construire effectivement un personnage en but à une situation de vie, d'essayer d'être le plus fidèle possible à ce qu'il ressent lui, et de le suivre, et puis de compter là-dessus un petit peu pour, voilà, pour peut-être proposer une sorte de portrait de l'époque. Oui, complètement. Avec un autre travail très spécifique qu'on a fait avec David Stank sur justement comment faire le lien entre ces différentes musiques préexistantes, comment les articuler ensemble à un endroit qui va être une sorte de la musique du film, mais qui doit sonner comme une sorte de musique de film, comme un reste de musique, pour coller avec cette image, qui est une image mi-onirique, mi-tellurique, qui est aussi un endroit un peu d'entre-deux. Et je pense que ça passe aussi beaucoup par le travail de création sonore qui a été fait par Pierre Barriot, plutôt le monteur son, avec la complicité de Samuel Aishoun, le mixeur son. Donc il y a un vrai travail spécifique, d'abord pour les moments de performance, un peu dire le rapport particulier du personnage principal aux machines, à la musique, enfin au son. Donc là, il fallait écrire et fabriquer cette chose-là. Mais après, on a utilisé tout le travail de préparation qu'on a fait sur la captation de la matière analogique. On a utilisé ça, ces sons-là aussi, avec le travail de David de composition de musique, justement pour à la fois rendre cohérente cette architecture sonore un peu complexe, et faire en sorte qu'elle évoque en permanence le point de vue ou l'état un peu psychique de notre personnage principal. Oui, complètement. Avec un autre travail très spécifique qu'on a fait avec David Stank sur justement comment faire le lien entre ces différentes musiques préexistantes, comment les articuler ensemble à un endroit qui va être une sorte de la musique du film, mais qui doit sonner comme une sorte de musique de film, comme un reste de musique, pour coller avec cette image, qui est une image mi-onirique, mi-tellurique, qui est aussi un endroit un peu d'entre-deux. Et je pense que ça passe aussi beaucoup par le travail de création sonore qui a été fait par Pierre Barriot, plutôt le monteur son, avec la complicité de Samuel Aishoun, le mixeur son. Donc il y a un vrai travail spécifique, d'abord pour les moments de performance, un peu dire le rapport particulier du personnage principal aux machines, à la musique, enfin au son. Donc là, il fallait écrire et fabriquer cette chose-là. Mais après, on a utilisé tout le travail de préparation qu'on a fait sur la captation de la matière analogique. On a utilisé ça, ces sons-là aussi, avec le travail de David de composition de musique, justement pour à la fois rendre cohérente cette architecture sonore un peu complexe, et faire en sorte qu'elle évoque en permanence le point de vue ou l'état un peu psychique de notre personnage principal.